Oui, je voudrais faire quelques remarques sur l'histoire, parce que nous sommes dans une situation beaucoup plus grave que les gens pensent en un conscient. Parce que c'est l'ordre chaotique du monde, où une puissance, à travers longtemps, décide quel pays va être mis à feu et à sang demain matin. Donc nous sommes pour la sécurité collective, qui était cette idée, qui était une conquête de civilisation, du congrès de Versailles et de la Société des Nations. Et Francis en a parlé très très bien. L'histoire. Au congrès de Versailles a été décidé au sortir de la boucherie de la Première Guerre mondiale qu'on va créer une Société des Nations qui va assurer la sécurité collective. Échec total, puisque dès que l'Italie fasciste, Francis, a attaqué l'Éthiopie, aucune réaction, et la Société des Nations est allée en agonie vers sa mort, et la Deuxième Guerre mondiale a ravagé l'humanité de 52 millions de morts en 6 ans, civils et militaires confondus. Échec de la sécurité collective, est arrivé, sanctionnant cet échec, la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, échec du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, une puissance impérialiste, avec quelques sous-impérialismes français, anglais, etc., décide de bombarder ici, là, ravager et accepter des dizaines de milliers de morts civils. Silence total, incapacité des Nations Unies, 52,8% du produit mondial brut l'année dernière ont été contrôlés sur la Banque mondiale par 500 sociétés transcontinentales privées, donc c'est un ordre cannibale total du monde qui peut mener à une guerre mondiale, en tout cas continentale, de dimension tout à fait horrible. Donc rétablir la sécurité collective est une exigence immédiate. J'ai beaucoup d'admiration pour mon collègue Bertrand, mais je n'aime pas le terme la communauté internationale. 12 à 13% sont blancs sur cette planète, et c'est plus de 8 milliards que nous sommes, et ça fait la communauté internationale. Rien, il s'agit. On parle de l'humanité de 194 États. Donc il faut rétablir la sécurité collective, les instruments, je viens tout de suite, et donc dissoudre évidemment l'OTAN, qui est l'instrument principal, militairement parlant, de l'impérialisme américain, qui de loin n'a pas renoncé à dominer le monde, à dicter sa loi, à piller les ressources, le travail humain des pays du monde, essentiellement des pays musulmans. Il y a quelque chose, je reviens de New York, peut-être une remarque un peu. Au 35e étage, il y a l'état-major des Nations Unies. État-major. Immense, avec les généraux, etc., etc. Les casques bleus dans le monde sont la plus grande armée, 171 000 soldats sous armes, pas mobilisables, sous armes. 171 000 casques bleus, donc l'armée des Nations Unies est la plus nombreuse du monde, le plus grand contingent et tout. Congo, 19 000, ensuite Chypre, la frontière Érythrée-Somalie, etc. Ils sont partout, uniquement, à cause des Occidentaux, un seul mandat qu'on appelle en américain, en anglais, peacekeeping, c'est-à-dire surveiller, comme au Sud-Liban, etc., les lignes d'armistice que les puissances bilatéralement ont élaborées. Et le terme peacemaking, qui est dans la charte, faire la paix, établir la justice, la souveraineté de l'État, peacemaking. Ce mandat a complètement disparu sous la pression essentiellement des Américains. Donc, dissoudre l'OTAN, évidemment, rétablir toute
toute l'instrumentalité du chapitre 5 de la Charte. Ensuite, créer l'armée internationale et là déjà donner des mandats conformément à la sécurité collective à cette armée internationale qui est là et que vous payez d'ailleurs contribuables français, coûtiers, est une urgence absolue. Je termine en disant que tout ça ne tient pas de l'utopie ni de la fatalité. C'est vrai que la Société des Nations a été détruite par la non-action contre l'Italie fasciste dans l'agression éthiopienne en 1936. Que les Nations Unies sont dans un état lamentable, les meilleurs d'ailleurs, pas qui ne voulaient pas le meilleur, mais il y en a qui sont très bien, sont au bord du désespoir. Parce qu'il voient venir la catastrophe qui s'annonce, c'est-à-dire le chaos total, la jungle, le plus fort qui impose sa loi selon ses intérêts économiques financiers de ses élites dirigeantes. Et c'est pas de l'idéalisme béat que de dire la fin de l'humanité, c'est le peuple de gauche, c'est l'avant-garde de ce mouvement de conscience qui se décide, qui refuse cet ordre cannibale du monde et qui veut imposer la renaissance à son gouvernement, à ses gouvernements, la renaissance des Nations Unies, de l'instrumentalité pour rétablir la sécurité collective et arriver à une paix du monde, au moins à une accentuer une paix du monde. Sortir les peuples de la misère, le milliard qui meurt de faim, qui meurt d'épidémie, qui meurt d'humiliation, de désespoir parmi les 122 pays de l'hémisphère sud. Ce combat-là sera la seconde étape. Mais d'abord, établir la paix, la sécurité collective, et nous pouvons l'obtenir. Nous, hommes, femmes, adolescents d'un pays libre, comme la France, notre pays, face à un gouvernement monétiste lamentable, nous pouvons le forcer de choisir la voie de la sécurité collective. Merci. Ce que je voulais peut-être enchaîner avec l'appréciation sur l'évolution de la diplomatie française qui a été assez établie dans le débat. On dit souvent qu'on entend moins la voix de la France. En fait, on entend la voix de la France, mais on entend une voix alignée. Une voix alignée, une voix... on se souvient des déclarations de François Hollande lors du début de l'offensive sur Gaza. On était solidaires, les gens très bien. Alors, quelle appréciation portez-vous sur cet affaiblissement de la politique, sur la diplomatie française? La politique extérieure française actuelle, qui est, je ne crains pas de le dire, la lâcheté. Il y a la lâcheté d'abord par alignement servile sur les plus puissants, premièrement. Mais je dirais même, quand il y a une pression pour dire ce que j'ai évoqué tout à l'heure, Obama n'est plus assez ferme, il est trop faible, eh bien, comme c'est encore plus la voix des puissants que les puissants officiels quand on entend ça, eh bien, la France, par exemple, sur la question du bombardement de la Syrie, a fait même de la surenchère sur la politique américaine. Et à un moment donné, les négociations avec l'Iran a fait de la surenchère sur la position des autres occidentaux, comme si, en quelque sorte, pour compter, il fallait être la référence pour les plus durs, pour les plus agressifs. Et premièrement. Le deuxième axe que je trouve déplorable, c'est que pour un pays comme la France qui a gagné dans son histoire la sympathie de nombre de peuples du monde par le message progressiste, par le message de paix, par le message de développement, par la résistance, eh bien aujourd'hui, le message que François Hollande veut passer à la communauté, à la société internationale, c'est de dire, voyez, la France est le petit gendarme du monde. Le grand gendarme, c'est les États-Unis. Le petit gendarme, c'est nous.
puisqu'on intervient au Mali et au Sahel, on intervient en Centrafrique. Maintenant, le ministre de la Défense annonce qu'on va intervenir en Libye. Les bras vous entendent, plus l'intervention de la coalition sur l'Irak, pas la Syrie, mais sur l'Irak. Vous voyez, quand on lit par exemple le livre blanc de la défense 2013, vous savez que le livre blanc de la défense, ça ne sort pas chaque année. C'est quand un président de la République estime qu'il faut mettre à jour la doctrine stratégique de son pays qui fait rédiger un livre blanc. Eh bien, François Hollande, en 2013, a estimé nécessaire de faire rédiger un livre blanc. Dans ce livre blanc, vous pouvez toujours chercher la moindre critique de la décision ignoble de Sarkozy de faire réintroduire la France dans la structure intégrée de l'OTAN. Ça, non. En revanche, vous avez un langage belliciste dans ce livre blanc incroyable. Et la France se glorifie d'être la deuxième puissance maritime du monde, d'être la première puissance non africaine militaire, non africaine en Afrique, etc. C'est vraiment une sorte d'image inversée de celle qu'on attend du rayonnement international de la France. Donc je pense, malheureusement, les questions internationales occupent une toute petite place dans le débat public. Je pense qu'il faudrait revaloriser substantiellement le débat public en matière de politique internationale pour redonner à la France ses lettres de noblesse qui aujourd'hui sont littéralement piétinées. Il est très important dans un rassemblement citoyen de noter que la politique étrangère de la France est placée en dehors de tout débat public. Qu'il s'agisse des campagnes électorales, on ne parle pratiquement pas des questions internationales, qu'il s'agisse de la diplomatie publique, de l'explication, le citoyen est considéré comme passif dès qu'il est question des problèmes internationaux. Or, il faut quand même avertir les citoyens français de trois éléments graves. Premier élément, il y a eu un décrochage dans la diplomatie française qui s'est produit entre 2003 et 2004. 2003, la France a tenu tête aux États-Unis de George W. Bush en refusant de s'associer à l'action menée contre l'Irak. Et quelques mois plus tard, même quelques semaines après le déclenchement de cette catastrophique guerre, le président Chirac s'est rallié, nous sommes en juin 2003, au G8 d'Évian, s'est rallié à l'opération de la coalition dirigée par les États-Unis en Irak. Et nous avons assisté, deuxième élément d'information que je voudrais porter à votre connaissance, à une succession troublante de trois présidents, un néo-gaulliste, Jacques Chirac, un libéral, Sarkozy, un social-démocrate, je ne sais pas trop d'ailleurs comment on peut l'étiqueter, chaque semaine il faudrait réviser, un social-libéral, M. Hollande. Consensus troublant entre trois composantes de la vie politique française pour se retrouver dans la même politique. Alors que du général de Gaulle jusqu'à François Mitterrand et d'un certain point de vue même Jacques Chirac, une toute autre politique était portée par la France. Cette césure est occultée, on n'en discute pas. Troisième élément qu'il faut porter à la connaissance des citoyens, c'est que lorsque les États-Unis se sont lassés, ont commencé à se lasser du néoconservatisme en portant Barack Obama à la présidence des États-Unis, eh bien le nuage du néoconservatisme a franchi l'Atlantique et est venu stationner au-dessus du sol français. Si vous regardez la configuration de l'Europe, même Madame Merkel, qui n'est pas une dangereuse gauchiste, je crois qu'on se retrouverait sur cette idée, a à l'égard des politiques interventionnistes un réflexe de prudence et de scepticisme relayé par les communes britanniques qui avaient refusé, comme vous savez, en août 2013, que la Grande-Bretagne se
rejoignent une hypothétique coalition pour frapper la Syrie. La France reste seule, je rejoins ce que disait Francis tout à l'heure, c'est-à-dire que la France est aujourd'hui, hélas, beaucoup plus néoconservateur que ne le sont aujourd'hui les États-Unis. Et ça, c'est quand même quelque chose sur quoi il nous faut réfléchir. Alors, bien entendu, le sacre de cette nouvelle politique, ça a été le retour dans l'OTAN. Là aussi, en quelques minutes, y a-t-il eu véritablement un débat public? Je me rappelle du très navrant débat à l'Assemblée nationale, où pratiquement personne n'avait su ouvrir le dossier en son entier et en sa profondeur. Et je constate que lorsque la gauche, peut-être la seconde droite, est revenue au pouvoir en 2012, eh bien, aucun débat n'a été véritablement ouvert sur cette question gravissime du retour de la France dans l'OTAN. Et ce que disait Pascal est tout à fait exact. Par définition, l'OTAN est déjà morte. Et ce simulacre de réanimation est quelque chose qui pèse très dangereusement sur les relations internationales aujourd'hui. Vous savez, l'OTAN, c'est devenu un transformateur. On a tout ça chez nous. Vous savez, ce petit appareil qui permet de brancher un vieil appareil périmé sur le secteur. Eh bien, l'OTAN, c'est un transformateur qui sert à transformer les enjeux d'aujourd'hui en enjeux d'hier. Et faire de la question ukrainienne, qui est horriblement complexe, qui est une question sociale, qui est une question de défaut de contrat social dans ce pays, en faire une question d'une guerre froide qui n'existe plus. J'ai là, pour la première fois depuis le débat, un petit désaccord avec Francis et Bertrand. Avec Bertrand, je pense que les questions internationales sont quand même très présentes dans le débat. On fait beaucoup, tous des débats sur l'international, il y a du monde, et cette fête de vérité est sous le site de Gaza, qui n'est pas un enjeu national, et en fait, et qui n'est pas non plus d'ailleurs un enjeu communautaire, je tiens à le dire, c'est que les jeunes d'aujourd'hui, il y a une génération Gaza, c'est que les jeunes d'aujourd'hui se mobilisent pour Gaza comme moi, je me mobilisais pour le Vietnam à l'époque, je n'étais pas asiatique, mais ce qui se passe au Vietnam me paraissait inadmissible, et donc je me mobilisais contre la guerre du Vietnam, et il y a là toute une génération de jeunes qui se sont mobilisés contre la guerre de Gaza sans attache communautaire, mais par principe. Donc les enjeux internationaux existent quand même. Sur l'OTAN, effectivement, personne n'est revenu sur la décision stupide de réintégrer l'OTAN, une réaction purement idéologique. Le coup de chaud de Sarkozy, c'est qu'il l'a fait au pic de la popularité d'Obama, en avril 2009, en pleine Obamania. Et donc personne, tout le monde pensait qu'Obama était réellement un homme de paix, ce qui n'est pas tout à fait, ou voire du tout, et qu'il y avait un tel engouement pour Obama que c'est passé inaperçu. Plus que la réintégration, ce que l'on peut contester aujourd'hui, c'est qu'on ne s'en sert pas. On ne s'en sert pas pour contester le système de défense antimissile. Donc Obama lui-même a dit en 2008 que c'est un système inutile par rapport à une menace qui n'existe pas, avec des financements que personne ne trouverait. Et on devrait, quitte à être dans l'OTAN, on devrait au moins lutter pour faire vraiment un point de différence que l'on ne fait pas effectivement. Sur l'appréciation générale globalement critique que Francis a fait, je serais plus nuancé. Ce que je reproche à François Hollande, c'est de ne pas avoir une conception globale de la France dans le monde. Je l'ai dit plusieurs fois, je lui ai dit, j'ai laissé conseiller. Il veut s'enfermer dans une sorte d'action pragmatique et donc on ne voit pas la vision globale de la France dans le monde. Il n'est pas gaulo-mitterrandiste, il n'est pas non plus néo-conservateur. Il est un peu entre lui, il fait du coup partout. Au Mali, je pense que ça réussit. Au Mali, il fallait mieux intervenir qu'elle pas intervenir. En Syrie, heureusement qu'on n'est pas intervenu, parce que la France qui intervient sans mandat du Conseil de sécurité, alors que nous sommes membres permanents et que l'urgence est de renforcer l'ONU, aurait été vraiment dramatique. Heureusement que finalement il y a eu un lâchage anglo-américain qui nous a empêchés d'intervenir. Sur le reste, eh bien effectivement, je trouve que l'affaire Snowden, on aurait pu, Dilma Rousseff annule un voyage d'État lorsque il y a des de la NSA. Le tempérament de Hollande est trop consensuel par rapport aux États-Unis. Et sur effectivement Gaza, Palestine, Israël, ce que je ne comprends pas et ce que personne ne peut m'expliquer, y compris dans le droit de la France. Pourquoi lui, qui s'était engagé dans son programme en 2012 de reconnaître la Palestine comme État à l'ONU, fait
La première rupture, c'était le premier discours devant les ambassadeurs en août 2012, où il a modifié lui-même le texte rédigé, le texte présidentiel toujours rédigé, il a modifié lui-même le texte qui était beaucoup plus dur sur Israël. Et on a ce grand étonnement que Sarkozy allait plus loin que Hollande sur Israël-Palestine. Et là, personne n'est capable de me l'expliquer pourquoi. Et il y a effectivement quelque chose qui ne va pas là-dedans et que les événements de cet été rendent encore moins compréhensibles. Et donc il y a, je dirais pas globalement tout critique par rapport à Hollande, il y a quand même quelques réussites, mais je pense que vraiment la tâche là où la France, et heureusement il y a d'ailleurs un fossé entre Fabius et Hollande sur ce sujet. Fabius a obtenu que la France vote favorablement pour l'addition de la Palestine comme État non membre à l'ONU, et Hollande voulait une abstention pour avoir une position commune européenne. La France s'est abstenue sur la résolution demandant à ce qu'il y ait une enquête internationale sur les crimes de guerre de Gaza, ce qui est vraiment incompréhensible par rapport à cela. On ne peut pas bouger l'enquête, au moins qu'on fasse l'enquête, qu'on voit un peu ce qui se passe. Et donc là, il y a effectivement un retrait par rapport aux positions personnelles d'Hollande avant, et par rapport aux positions traditionnelles de la France qui faisaient le prestige de la France. Si notre pays est prestigieux dans le monde, c'est pas seulement pour les souvenirs historiques des Carthaginois, c'est aussi parce que l'on embellit la guerre, le refus de la guerre d'Irak, le fait que la France est un discours universel. Si la France résume son discours international à un pays occidental, elle n'est plus elle-même. La France est un pays occidental, mais elle est autre chose, elle est bien plus que cela. Elle est un pays à la fois occidental et universel, aussi bien dans sa population que dans son action internationale. Et si la France se réduit à être seulement un pays occidental, au moment même d'ailleurs où le monde occidental perd le monopole de la puissance, on trahit nos idéaux et on s'affaiblit. Le mouvement pacifiste n'arrive plus à mobiliser, n'arrive plus à mettre du monde à la rue pour dire non à la guerre. Le 21 septembre, je crois, c'est la journée internationale de la paix. Est-ce que vous pensez que le mouvement pacifiste peut encore mobiliser, qu'il y a des ressources dans les populations pour s'opposer à la guerre? Donc la bataille d'idées qui a été menée par les néoconservateurs depuis maintenant plusieurs années et qui est relayée notamment en France a tellement marqué de points que c'est un combat où il y a tout à reconstruire. Nous ne sommes plus dans le monde de la bipolarité. Nous ne sommes plus dans le monde de la rivalité est-ouest. Nous sommes dans le monde. Il est temps de comprendre que le décor a changé. Il est temps de comprendre que la mondialisation est un fait et que nous devons nous battre pour que ce soit une bonne mondialisation. Il est temps de comprendre que nous sommes dans un monde de mobilité. Nous sommes dans un monde où l'avenir appartient à ceux qui migrent, à ceux qui bougent, appartient à la mobilité. Il faut savoir créer les conditions de société d'accueil. Il faut créer les conditions d'une bonne gouvernance de la migration au lieu de s'acharner dans des batailles stériles pour essayer de faire en sorte que personne ne bouge et reste prisonnier de son territoire. Il faut qu'on comprenne qu'on est dans un monde profondément inégalitaire, profondément inégalitaire. Il est temps de considérer que toutes les 3 heures meurent dans le monde 2800 personnes, c'est-à-dire 8 attaques sur le World Trade Center par jour. Et cela à cause de la faim dans le monde. Il faut savoir que chaque année dans le monde meurent 2,5 millions d'enfants de dysenterie par manque d'accès à l'eau potable. Il faut savoir qu'on est dans un monde où un mort ne vaut pas un autre mort. Nous sommes dans un monde où la mort d'un individu peut être considérée comme dramatique et justifier la réunion du Conseil de sécurité, alors que ailleurs, 500 000 morts, c'est considéré comme normal et implique de l'indifférence. Ce que j'attends des mouvements pacifistes, c'est qu'ils regardent cela, c'est-à-dire le monde, ce n'est pas seulement des missiles et des armées, c'est une inégalité sociale insoutenable qui va de toute façon créer de la violence. Il est trop facile, quand on est nanti, de considérer que ce sont des barbares qui viennent ainsi ensanglanter le monde. Non, derrière cette barbarie, il y a aussi un mal-être social terrible, épouvantable. Et si nous ne le regardons pas, eh bien, nous risquons d'aller vers une catastrophe bien pire que celle que nous connaissons aujourd'hui. Donc il faut aussi s'adapter aux données de notre monde moderne et c'est la fête de l'humanité.
l'humanité. Moi, j'aimerais que les relations internationales, ce soit la fête de l'humanisme. C'est-à-dire considérer que les relations internationales, ce ne sont pas des armées les unes contre les autres, ce ne sont pas des diplomates, ce ne sont pas des institutions et des organisations, c'est 8 milliards d'êtres humains dont, hélas, près de la moitié sont des êtres souffrants. Et tant que ça sera ainsi, eh bien, on aura de la violence et on la resservira de plus en plus. Francis, Tout à fait dans l'esprit de la dernière intervention de Bertrand Mabille. Tu dis il faut s'adapter, le mouvement pacifiste doit s'adapter au monde d'aujourd'hui qui n'est plus bipolaire, etc. Totalement d'accord. À cet égard, pour moi, la référence la plus récente et la plus encourageante, c'était le 15 février 2003, quand dans le monde entier, le même jour, les mouvements de paix dans leur diversité s'étaient donné rendez-vous dans la rue pour manifester contre le risque de guerre qui malheureusement s'est concrétisé en Irak. Donc des mouvements prenant complètement en considération l'état d'aujourd'hui du monde sont possibles et je pense que la situation actuelle mériterait largement effectivement la préparation d'une mobilisation de même nature, premièrement. Deuxièmement, complètement d'accord avec l'essentiel de ton intervention à l'instant, à savoir que la sécurité internationale, c'est d'abord et avant tout la sécurité humaine, et à cet égard, je pense que la terrible tragédie de l'Ebola est, au même titre que les grandes questions de guerre et de paix, une exigence internationale qui doit revenir aux Nations Unies au sens propre, c'est-à-dire à l'ensemble des nations, de résoudre. Il faut savoir que le virus de l'Ebola est connu depuis 1976 et que c'est seulement, il faut le dire malheureusement, quand l'Occident commence à avoir peur d'être effectivement, qu'un certain nombre de ses ressortissants puissent être contaminés, qu'on commence à s'y intéresser. On connaît depuis 1976, et maintenant dans la précipitation, on dit que les laboratoires doivent trouver un vaccin d'ici l'année prochaine. Donc, complètement d'accord avec ta remarque à ce sujet. merci.